Mardi 11 janvier 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les informations de ce 11 janvier, l'Église catholique ne s'oppose pas au développement. Elle y apporte même son appui, a déclaré le président de la conférence des évêques de Madagascar ce jour lors de leur présentation de vœux au président de la République au Palais Diavelou. Une telle rencontre avec le chef de l'État comme est une occasion pour présenter les réalités qui prévalent au sein des diocèses et d'obtenir également plus d'informations sur ce qui se passe dans le pays, d'après l'évêque de Mourndave, président de la conférence des évêques de Madagascar. Reportage de Natera Kutumavu et Nzaranjiansu. L'évêque de Mourndave, président de la conférence des évêques de Madagascar, a confirmé ce jour qu'il y a déjà effectivement eu une entrevue entre le diocèse d'Antananarive et les responsables du projet sur le téléphérique. Par ailleurs, l'Église catholique ne s'oppose pas au développement, a-t-il ajouté. En ce qui concerne les diverses déclarations de la conférence des évêques, leur président a expliqué ce jour que ces dernières passent par le président de la République avant leur publication. À part les conférences des évêques de Madagascar, les membres de l'Académie malagasy ont également présenté leurs vœux de nouvel an au président de la République ce jour. Cette rencontre leur a également permis de faire le rapport de ses réalisations et les prévisions de l'Académie pour l'année 2022. Le chef de l'État les a loués pour leur réalisation durant l'année qui s'est écoulée. Les gouverneurs représentent le président de la République au sein de leurs régions respectives, a expliqué le président de la République, Andry Rajoelina, ce jour pendant la présentation de vœux du nouvel an des gouverneurs de Madagascar, ce jour au Palais Diavelou. Les gouverneurs doivent être stricts, améliorer leur façon de travailler et apporter des rectifications si nécessaire, toujours d'après le chef de l'État. Reportage. Les gouverneurs de 21 régions de Madagascar sont venus présenter leurs vœux de nouvel an au chef de l'État ce jour au Palais Diavelou. Ces derniers ont déclaré leur volonté d'accomplir les tâches que le président de la République leur a attribuées. La population attend des résultats de la part des gouverneurs, a souligné le président de la République. Par ailleurs, le gouverneur représente l'État que ce soit en termes de politique ou qu'en termes de développement dans leurs régions respectives. À l'issue de la présentation de vœux, le président de la République et les gouverneurs de Madagascar ont entamé une séance de travail. Suite à l'explosion du transformateur numéro 1 au niveau de la centrale Nandékalek survenue le 2 janvier dernier, le président de la République, Andry Rajoelina, s'est rendu sur les lieux hier pour y constater l'avancée des travaux de remise en marche de la centrale afin de résoudre le problème de délestage dont se plaint la population d'Antananarive. En effet, cet incendie est à l'origine des séries de coupures qui sévissent dans la capitale actuellement. La centrale Nandékalek fournit près de 50% du réseau interconnecté d'Antananarive. Les premiers témoignages confirment qu'une explosion est survenue avant l'incendie du transformateur numéro 1, ce qui sous-entend que l'incendie d'Nandékalek est un sabotage. Seule l'enquête en cours pourra confirmer cette hypothèse. Reportage de Judika Rangianirin et de Indre Adjanjaibe. Suite à l'explosion du transformateur numéro 1 au niveau de la centrale hydroélectrique d'Nandékalek, survenue le 2 janvier dernier, qui a entraîné un dysfonctionnement de l'approvisionnement d'électricité dans le réseau interconnecté d'Antananarive, le président de la République, Andry Rajoelina, a tenu à s'y rendre pour constater l'avancée des travaux de remise en marche de la centrale électrique. Malgré la difficulté d'accès au site, le chef de l'État a fait le trajet en drésine depuis Indasbe hier. Cet incendie est à l'origine des séries de coupures qui sévissent dans la capitale actuellement, dont se plaignent les habitants d'Antananarive. La centrale Nandékalek fournit majoritairement la production d'électricité dans le réseau interconnecté d'Antananarive, mais aussi Antirabé et Moramang. Les premiers témoignages confirment qu'une explosion est survenue avant l'incendie du transformateur numéro 1. Ce qui serait illogique s'il était question d'un accident, affirme-t-on. Le chef de l'État reste convaincu qu'il s'agit d'un incendie criminel. L'enquête en cours confirmera ou infirmera cette hypothèse. Néanmoins, ce dernier a annoncé que des sanctions sévères s'appliqueront à tous ceux qui sont impliqués dans cet incendie.
Le chef de l'État condamne fermement la VET à détruire volontairement les biens communs. Ce n'est pas la première fois que des individus mal intentionnés ont tenté de faire exploser cette centrale Nadékalek, poursuit ce dernier. Il a également lancé un appel à témoins et exhorte toute personne disposant d'informations relatives à cette affaire à informer le ministère de l'Énergie ou la présidence de la République. L'identité des dénonciateurs sera tenue secrète et une prime sera offerte à toute personne dénonçant les auteurs de cet incendie. Actuellement, les techniciens travaillent nuit et jour pour installer le nouveau transformateur qui remplacera celui qui a été incendié. Les travaux consistent également au redémarrage des 3 groupes qui produiront au total une puissance de 128 MW, lesquels seront totalement opérationnels d'ici 6 à 6 mois. L'approvisionnement en électricité s'améliorera au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Le président Andry Rajoelina appelle également à faire preuve de patience et de compréhension. Construite sous le régime du président Didier Ratsirac, la centrale Nadékalek est une fierté malagasy car c'est l'unique centrale appartenant à l'État malagasy et produisant de l'électricité la moins chère sur le marché, à environ 5 ariars par kilowattheure. Cette situation démontre l'importance de la mise en place de plusieurs centrales favorisant l'utilisation des énergies renouvelables telles que celle de Saoufk. Mais sur un tout autre sujet, la consommation de poissons dans le monde est encore faible, une situation qui prévaut à Madagascar également. Chez nous, l'aquaculture en eau douce domine le marché. Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue souligne que l'aquaculture garantit l'avenir du secteur de la pêche mondiale étant donné la raréfaction des ressources maritimes ainsi que la croissance de la population. Le poisson qui est un aliment clé dans la lutte contre la malnutrition. Bien que Madagascar soit une île, la consommation de poissons dans le pays reste encore faible. L'objectif est d'accroître le taux de cette consommation à 11% afin de renforcer la lutte contre la malnutrition. Face à la croissance de la population mondiale, seule l'aquaculture garantit l'avenir du secteur de la pêche. La moyenne est de 14 kg de poissons par personne par an, d'après le ministre de la Pêche. Dans le cadre de cette lutte, Madagascar doit produire 600 millions d'alevins annuellement, si à l'heure actuelle, la production s'élève seulement entre 15 à 20 millions par an. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue explique que bon nombre de personnes sont intéressées par l'aquaculture à Madagascar, mais ne maîtrisent pas la technique concernant notamment les provandes aux normes que doivent consommer les poissons. Une visite de ministre de la Pêche et de l'Économie bleue auprès d'une industrie sise à Mbouba ce matin a permis de constater que le taux de consommation de provende de poissons reste également faible en vue de soutenir le secteur privé et d'atteindre également les objectifs dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Une coopération entre les opérateurs aura lieu. En effet, afin d'améliorer le secteur piscicole à Madagascar, le gouvernement et cette industrie à Mbouba collaboreront et des formations qui permettront de professionnaliser les pisciculteurs afin d'augmenter la consommation des provandes de poissons auront lieu. Reportage. Cette industrie sise à Mbouba produit jusqu'à 1250 kg par heure de provende pour les poissons d'eau douce. D'après les informations, la demande est encore faible comparée à l'offre disponible. Une des raisons serait le manque de formation des pisciculteurs pour utiliser les provandes aux normes. Cependant, selon les explications des techniciens, l'utilisation des provandes certifiées en pisciculture permet d'obtenir un rendement plus rapide par rapport à la nutrition traditionnelle. Les matières premières utilisées sont à 100% locales à base de farine de poisson. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue a effectué ce matin une visite dans une industrie spécialisée dans la transformation de provende à Mbouibao. L'objectif est de voir la production de provende pour poissons, les matières premières utilisées ainsi que les améliorations à apporter. À l'issue de cette visite, le ministère de la Pêche a annoncé que l'État mettra en relation le secteur privé et les pisciculteurs. Il a également été convenu que les techniciens du ministère pourront effectuer des expérimentations pour l'élevage de poissons douces dans ce bassin de l'entreprise privée.
Et dans le cadre de la réponse au Kéré dans le Grand Sud de Madagascar, 8 organisations internationales et locales se sont réunies à travers le Dutch Relief Alliance afin de fournir une assistance humanitaire à la population du Sud. L'objectif est d'améliorer l'accès direct à la nourriture et à l'eau et à restaurer les moyens de subsistance des familles les plus vulnérables. Plus de 65 000 personnes dans 7 districts, dont Ambuvumbe, Ambosariatsim, Betchouk, Ampani, Belou et Tsiumbe bénéficieront directement de ce projet durant 6 mois, projet financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Ça, c'est devant Essecha Indianab. Depuis plus de 40 ans, seulement en 2021, 1 064 000 personnes ont été confrontées à l'insécurité alimentaire. Une situation qui risque de se détériorer pour cette année si l'on n'agit pas rapidement, compte tenu du rapport de FUSNET et celui du Programme alimentaire mondial, ou PAM. Aussi, la production agricole du Sud durant ces 3 dernières années a connu une baisse considérable, faute de précipitations qui impactent directement le secteur agricole. Dans ce cadre, plusieurs organisations internationales et locales, dont Tearfund, Save the Children, Terre des Hommes, SOS Children Village, ZOA, SAF, ALT et FAFAFI, se sont réunis à travers le Dutch Relief Alliance, un projet lancé aujourd'hui et qui a comme principal objectif de combler le manque durant la période de soudure et de fournir de l'assistance humanitaire aux familles touchées par l'insécurité alimentaire. Mis en place dans le sud de Madagascar pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents. Le programme sera principalement focalisé sur la sécurité alimentaire, le besoin le plus urgent en ce moment. Ce sera aussi focalisé sur la nutrition pour les mères et les enfants en dessous de 5 ans, mais également focalisé sur le WASH, c'est-à-dire l'eau, l'assainissement et l'hygiène, et sur la protection. Concrètement, ce projet consistera à traiter la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et facilitera l'accès à la nourriture et à l'eau potable. La reconstruction des moyens de subsistance constituera la solution sur le long terme. Ces diverses organisations sensibiliseront également sur l'importance de l'hygiène et de la nutrition dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Les 8 organisations se disperseront dans 6 districts dans le sud afin d'assurer la couverture dans la totalité du sud. Plus de 65 000 personnes dans les Fouktans des districts d'Ambuvumbe, d'Ambosariatsim, de Betchouk, d'Ampani, de Belou et de Tsiumbe en seront les bénéficiaires. Les plus vulnérables seront priorisés, notamment les ménages menés par les personnes âgées, les veuves, les handicapés, les femmes ou encore les ménages avec des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Ce projet, lancé ce jour, financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, s'étalera durant 6 mois. Et concernant les actualités internationales de ce mardi, le président kazakhstanais a annoncé hier la fin de la mission de l'Alliance sécuritaire emmenée par la Russie et le retrait progressif de ses soldats. Ces troupes commenceront à partir du pays dans 2 jours et devraient avoir totalement quitté le territoire d'ici 10 jours, a promis Kassym-Jomart Tokayev. Le pouvoir semble vouloir rapidement tourner la page après les violentes émeutes de la semaine dernière. France 24. Jamais depuis son indépendance, le Kazakhstan n'avait connu de telles violences. Le pouvoir autoritaire du président Tokayev n'a pas fait dans la demi-mesure pour mettre un terme à ce vent de colère de la population. Plus de 10 000 personnes ont ainsi été interpellées. Le chef de l'État s'est exprimé devant le Parlement en visioconférence ce mardi pour la nomination du nouveau Premier ministre et de son gouvernement, une semaine après la démission du dernier. Des gages de façade envers la population, car ce ne sont pas les mesures politiques mais sécuritaires qui ont maté le mouvement. Le président Tokayev n'a pas hésité à donner l'ordre de tirer sans sommation sur les protestataires qualifiés de terroristes. Les drapeaux du pays sont d'ailleurs en berne pour saluer la mémoire des forces de l'ordre tuées, pour mieux alimenter le discours d'une attaque contre l'État. Un message qui a convaincu une partie de la population, même si les voix discordantes peinent désormais à s'exprimer librement. Il s'agit d'une révolution orange provoquée par l'Occident, comme en Ukraine en 2004, c'est certain. C'est sans aucun doute le résultat des actions des services secrets britanniques avant tout. Les forces venues en renfort de pays alliés, notamment de la Russie, la semaine dernière, représentent plus de 2000 soldats et 250 véhicules.
Elles commenceront leur retrait jeudi et auront entièrement quitté le territoire au plus tard dans 10 jours, selon le président, qui entend ainsi montrer qu'il reprend les choses en main et garde le contrôle sécuritaire, même s'il avait dû appeler ses troupes au secours quelques jours à peine après les premières manifestations. Le 11 janvier 2020, les autorités chinoises révélaient le décès d'une personne infectée par un nouveau coronavirus. Depuis, la Covid-19 a causé la mort de près de 5,5 millions de personnes dans le monde. Après 2 ans de pandémie, retour à Wuhan avec France 24. 2 ans après, on sait toujours peu de choses sur le premier mort du Covid-19, seulement que c'était un homme âgé de 61 ans et que c'était un habitué du marché de Wuhan. C'est ici que se sont multipliés les premiers cas de Covid en décembre 2019 et en quelques semaines, Wuhan devenait la première ville frappée par la pandémie. 2 ans plus tard, le marché est toujours fermé et la ville n'a pas connu de nouveaux cas depuis des mois. Pour les habitants auxquels nous avons pu parler, Wuhan, c'est avant tout la ville des héros, la ville qui a vaincu le Covid. Ils la considèrent comme l'une des plus sûres du pays. Et ils sont nombreux à penser que le virus viendrait de l'extérieur, qu'il ne serait pas né ici. Et c'est la version officielle des autorités chinoises. Elles veulent effacer l'image de Wuhan comme ville à l'origine de la pandémie. Dès mars 2020, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois insinuait que ça pourrait être l'armée américaine qui a contaminé Wuhan. La quête des origines du Covid est évidemment politique, au cœur des tensions sino-américaines. Et d'ailleurs, la Chine a refusé la poursuite de l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé en juillet dernier. Et donc la communauté scientifique manque de preuves pour arriver à un consensus. En tout cas, aujourd'hui, la plupart des études écartent la piste d'une fuite du laboratoire P4 de Wuhan. L'hypothèse la plus probable, ce serait une transmission des animaux aux humains dans ce marché où des animaux sauvages étaient vendus. Selon une étude américaine publiée en novembre dernier, 1 à 2 tiers des tout premiers cas de Covid étaient bien localisés dans ce marché de Wuhan. Des chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient un cœur issu d'un porc génétiquement modifié, une première mondiale, a annoncé l'école de médecine de l'université de Maryland. Cette opération pourrait être la solution à la pénurie de donneurs d'organes. Toujours un reportage de France 24. Ce cœur est celui d'un porc génétiquement modifié. Après 7 heures d'opération, il bat maintenant dans un corps humain. Le patient de 57 ans a été déclaré inéligible à recevoir une greffe classique. Il lui est resté 6 mois à vivre maximum. Il a donc accepté cette opération expérimentale. Une première mondiale qui lui a sauvé la vie. Nous sommes tous très heureux de voir ce gros cœur battre dans cet être humain. Ce gros cœur fonctionne très bien jusqu'à présent, même au-delà de nos attentes. Nous n'avons vu aucun signe de rejet. Le patient et son nouveau cœur sont maintenant sous étroite surveillance médicale. Pour éviter tout rejet du greffon, l'animal donneur a été génétiquement modifié. Les valves cardiaques et la peau de porc sont déjà régulièrement greffées chez l'homme. Mais un organe complet, c'est une première qui pourrait révolutionner la médecine mondiale. Tout le monde veut que l'on ne soit pas limité par l'offre d'organes humains à transplanter. Et vous savez, un certain nombre d'organes peuvent être traités et utilisés de cette façon à partir d'un animal et peuvent être commercialisés simplement comme un médicament et livrés en quelque sorte sur demande. Près de 6000 Américains meurent chaque année en attente d'une greffe d'organes. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec le premier film de la soirée, Spencer. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.